Bonjour, merci d'être venu pour cette session cet après-midi. Donc moi je suis Pierre-Louis Chec de Microsoft France. Je m'occupe du labo commun entre Microsoft Research et l'INRIA à Saclay en région parisienne. Et cette session, j'ai invité dans cette session des collègues chercheurs de l'INRIA à venir vous parler d'un projet de recherche basé sur Azure, qui, je pense, est intéressant à présenter dans le cadre des Tech Days. Alors, je ne vais pas faire un très très long discours. Je voulais juste vous dire aussi que ce projet a deux versants. Un versant plus infrastructure système, Azure, ce dont on parlera principalement aujourd'hui, mais aussi un versant applicatif en neuroimagerie, qui est principalement l'œuvre d'une autre équipe INRIA. Et par contre, ce projet, lui, sera présenté et traité dans la plénière de jeudi matin sur le Big Data et le Machine Learning en grande salle ici au Palais des Congrès. Donc je vous passe la parole tout de suite à Gabriel Antoniou, qui est chercheur à l'INRIA à Rennes et responsable du projet Care Data, et ensuite à Radu Tudorant, qui est doctorant et qui fait sa thèse dans cette équipe-là et sur ce projet commun avec Microsoft. Merci. Merci Pierre-Louis, et puis merci à tous d'être venus aussi nombreux dans cette salle. Donc je vais vous parler de plusieurs choses, de cloud computing, de big data et de recherche scientifique. Donc ce que nous faisons est un petit peu à la conjonction des trois. Donc comme Pierre-Louis l'a indiqué, je suis directeur de recherche à l'INRIA, au centre de recherche de Rennes. Je suis responsable d'une équipe qui s'appelle Care Data, qui s'intéresse aux infrastructures de stockage optimisées pour la grande échelle, pour les infrastructures distribuées, donc notamment les clouds. Et donc Radu effectue sa thèse de doctorat dans le cadre de cette équipe. Et donc nous allons vous faire une présentation à deux sur ces thèmes. Alors je vais d'abord parler un petit peu de ce que nous faisons à l'INRIA en recherche autour du cloud computing, quelles sont les thématiques, où ça se situe. Et ensuite, nous allons faire un focus sur ce projet spécifique avec Microsoft dans le cadre de centre de recherche commun INRIA Microsoft. Donc pour l'INRIA, le cloud computing est un axe important, il est au cœur de son plan stratégique. INRIA s'intéresse au système distribué au sens large, dont le cloud computing est la dernière incarnation depuis pas mal de temps. Donc on a beaucoup travaillé dans le domaine du cluster computing, du grid computing, et ensuite du cloud computing plus récemment. Donc il y a une longue histoire derrière. On a une bonne culture des projets multidisciplinaires, donc orientés vers les applications, vers l'utilisation de notre recherche par des communautés autres que les informaticiens, bien sûr, donc les biologistes, les chimistes et autres. Nous travaillons beaucoup en coopération avec l'Europe, avec l'industrie. Donc en particulier, nous avons des outils pour ça. Donc le centre de recherche commun INRIA Microsoft en fait partie. Alors, où est-ce qu'on fait du cloud computing à l'INRIA? Donc nous sommes organisés en plusieurs thèmes de recherche. Donc il y a 5 grands thèmes. Il y en a 2 qui sont plus concernés. Le thème réseau, système et services et calcul distribué, naturellement. Et puis un autre thème plus orienté application, donc perception, cognition, interaction. Donc voilà, ce sont ces 2 thèmes-là où on retrouve le cloud à l'INRIA. Et puis d'un point de vue plus géographique, INRIA, donc, qui est le principal institut national de recherche dédié à l'informatique, est organisé en 8 centres qui sont répartis géographiquement. Donc vous les voyez sur cette carte. Et puis dans chaque centre, il y a plusieurs équipes qui s'intéressent au cloud computing, donc à Rennes, on trouve plusieurs équipes, donc dans celle que je dirige. Alors, à l'INRIA, on supporte beaucoup les initiatives multi-équipes.
il y a cette notion d'initiative à grande échelle qui regroupe un grand nombre d'équipes qui s'intéressent à des thématiques communes. Donc hier, justement, j'ai participé à l'évaluation d'un de ces projets qui regroupe 25 équipes autour des infrastructures distribuées. Donc le cloud computing en fait partie et j'ai pu faire une présentation beaucoup plus succincte que ce que je vais faire cet après-midi avec Radu du projet AppRain. Donc, puisque je suis basé à Rennes, je fais un petit zoom sur Rennes pour que vous voyez mieux un peu ce qui peut se passer dans ces centres de recherche. Donc, le cloud computing à Rennes. Alors, il y a deux types d'équipes, enfin deux types d'implications dans ce domaine. Il y a des équipes qui travaillent sur l'infrastructure et l'architecture logicielle. Par exemple, comment concevoir des protocoles ou des services autonomes pour la gestion de ressources, comment prendre en compte les contraintes liées donc à la qualité de service, comment connecter plusieurs clouds, comment gérer efficacement les données, comment s'inspirer des autres systèmes distribués, par exemple les systèmes peer-to-peer, pour faire des protocoles optimisés, pour passer à l'échelle. Donc ça, c'est la première catégorie. Donc il y a plusieurs équipes ici, Myriad, Kiradata et ZAP qui s'occupent de ça. Et puis il y a d'autres équipes plus orientées applications, donc elles se positionnent en utilisatrices de cloud. D'accord, donc j'ai scalé le visage dans le domaine de la bioinformatique ou de l'imagerie médicale, par exemple. Donc là, encore un niveau de zoom, je vais parler de ces deux premières équipes de la première classe là qui s'intéressent à l'infrastructure. Donc, dans le cas de ces équipes, il y a plusieurs projets. Donc, notamment un projet qui s'appelle Contrail, un gros projet européen qui anime un grand nombre de partenaires dont l'objectif est de produire une pile logicielle open source pour les clouds de type Infrastructure as a Service, avec quelques objectifs particuliers, la fédération de cloud notamment, ou la gestion des aspects sécurité et qualité de service. Donc il y a un site web où on peut télécharger les logiciels et qui est maintenu dans le cadre de ce projet. Il y a d'autres activités, par exemple sur l'économie d'énergie. On essaie de voir comment on peut optimiser l'utilisation des ressources, comment répartir les machines virtuelles sur les ressources physiques disponibles, comment les mettre en veille ou voir les éteindre quand elles ne sont pas utiles, de façon à ce que l'utilisation d'un data center soit optimale. Donc c'est des choses qui intéressent beaucoup les fournisseurs de services cloud, ceux qui proposent ce type de service, donc dans Microsoft. Donc c'est quelque chose qui a une application immédiate. Et donc il y a un autre projet ici, comme je le disais tout à l'heure, c'est plus du domaine de ce qu'on appelle Sky Computing, donc fédération de ressources appartenant à plusieurs clouds, potentiellement à plusieurs fournisseurs. Comment optimiser l'utilisation de ressources, comment les faire fonctionner ensemble pour optimiser un critère qui peut être le coût, par exemple, pour l'utilisateur. Alors, je vais revenir à ce qui nous intéresse, nous, le plus aujourd'hui, donc la gestion des données, donc qui est au cœur des travaux de l'équipe que je dirige, donc qui s'appelle Kiradata. Alors, tout cela se positionne dans un contexte où de nombreuses applications dans beaucoup de domaines génèrent de plus en plus de données. Et donc, cette augmentation des volumes de données est vraiment exponentielle. Donc, la vitesse de progression de cette génération des données va plus vite, en fait, que l'évolution des capacités de stockage et de traitement. C'est ce qui est illustré ici par cette courbe bleue qui croise à la hausse les deux autres courbes. Donc, il faut des mécanismes. Ça souligne, c'est une courbe prise du domaine de la bioinformatique. Il s'agit du traitement des données de séquençage du génome et ça illustre la nécessité de concevoir des supports de stockage et de traitement de données efficaces et capables de gérer ce type de situation. Alors, cet objectif-là que je viens de mentionner, il apparaît dans un contexte un peu plus large. Donc, on peut appeler cela le défi Big Data, qui fournit un cadre, selon certains chercheurs, pour ce qu'on appelle le 4e paradigme pour la découverte scientifique. Donc l'idée est que de plus en plus de données produites soit par les expériences scientifiques, soit collectées par des capteurs, peuvent désormais être rendues persistantes et disponibles publiquement sous des infrastructures partagées.
ce qui n'était pas tellement le cas avant. L'émergence du cloud computing est un facteur qui va dans ce sens-là. Et donc ça permet du coup de partager de l'information et des résultats, en particulier d'offrir un cadre unifié pour mieux comprendre ce que l'on sait grâce aux méthodes plus anciennes, expérimentales, théoriques ou grâce aux simulations. Donc ça fait l'objet d'un livre qui s'appelle Quatrième paradigme, dont la couverture est ici. Alors, c'est un contexte dont l'importance a été bien comprise par beaucoup de pays. Il y a beaucoup d'agences de financement de la recherche à travers le monde qui ont investi dans cette direction-là. En particulier, en mars 2012, par exemple, l'administration Obama a lancé une initiative Big Data dotée de, je pense, 200 millions de dollars. Il y en a eu d'autres qui ont suivi au niveau européen, au niveau français. Et donc, dans ce cadre-là, que faisons-nous ? Eh bien, on s'intéresse dans notre équipe INRIA à Rennes à la gestion efficace des données massives qui sont partagées par un grand nombre de processus applicatifs qui y accèdent de façon concurrente. Donc, traditionnellement, il est connu que les systèmes distribués classiques montrent des difficultés quand il s'agit de passer à l'échelle, lorsqu'il y a des accès concurrents aux données. Typiquement, on verrouille les données pour qu'il n'y ait qu'un utilisateur qui accède à la fois. Et donc, ce type de situation-là, l'utilisation de mécanismes de synchronisation classiques ne marche pas quand il s'agit de passer vraiment à l'échelle des applications qui sont censées tourner sur les clouds. Donc, ce que nous essayons de faire, c'est d'attaquer ces défis-là, donc de traiter des données qui sont massives, qui sont géographiquement réparties, qui sont accédées sous haute concurrence, en lecture et en écriture, et en essayant d'éviter le verrouillage. Donc on accumule quelques défis, et donc dans ces conditions-là qui sont difficiles, on essaye d'obtenir une grande bande passante pour les accès aux données. Donc concevoir les protocoles qui permettent de faire ça, les mettre en œuvre, les expérimenter, ce sont nos objectifs, avec ensuite, comme objectif final, la validation avec de vraies applications sur des plateformes réelles, comme les clouds Azure par exemple. Donc le type d'application qu'on peut viser pour ça, l'analyse donc j'en ai deux exemples ici. L'analyse des données sur les clouds, typiquement via le paradigme MapReduce, qui émerge aujourd'hui comme le modèle de traitement des données dominant sur les clouds, et qu'on essaie de comprendre et d'améliorer. Et puis dans un contexte un peu différent, plus haute performance, donc calcul haute performance, HPC, on essaie de voir comment utiliser les toutes dernières machines, les tout derniers calculateurs, supercalculateurs qui sont premiers dans le top 500 des supercalculateurs qui ont le même type de problème. Lorsque des centaines de milliers de cœurs génèrent des données en même temps, les systèmes de fichiers, les systèmes de stockage classiques ne passent pas à l'échelle. Ça crache tout simplement parce qu'il y a des infrastructures qui n'ont pas été conçues pour cette configuration-là. Il y a un seul serveur de métadonnées, il y a des différentes raisons liées au mécanisme de synchronisation, etc. Donc voilà ce qu'on vise. Alors pour attaquer ça, donc on a proposé une approche dans le cadre de l'équipe Kirdata à Rennes qui s'appelle Blobseer et donc qui vise exactement les objectifs que je vous ai donnés. Donc ça se matérialise par une plateforme logicielle pour le partage de données massives sous des conditions de haute concurrence, avec des approches radicalement différentes des approches traditionnelles, décentralisation des métadonnées, éviter le verrouillage, donc des approches qu'on appelle les log-free, et puis on essaye une technique qui est assez originale, lorsqu'il y a des modifications des données, au lieu de modifier les données et bloquer tous les autres qui accèdent, on patch en quelque sorte les données et les métadonnées grâce à un système de versionning qu'on peut dire intelligent pour éviter justement les surcoûts dus à la synchronisation. Et donc l'objectif de ce système-là est de servir de couche de bas niveau, de couches logicielles de bas niveau pour les systèmes de stockage tels que des grands systèmes de fichiers distribués ou des services de stockage pour cloud, par exemple. Donc ce que nous faisons, c'est nous proposons des algorithmes, nous proposons des protocoles, on les expérimente sur nos plateformes expérimentales,
Et donc il y en a une qui s'appelle Grid 5000 qui nous sert en première étape. Et ensuite, on passe aux vraies infrastructures telles que les clouds Azure. Donc on a fait ça d'abord en local Arena sur des clusters locaux. On a essayé donc de le valider en prenant comme cas d'étude Hadoop, donc l'environnement Hadoop qui est l'environnement de référence pour faire des traitements intensifs de données via MapReduce. Donc on a remplacé le système de fichiers d'Hadoop par une Blobseer et on a obtenu des gains de l'ordre de 30% en temps d'exécution. Donc on a monté des projets dans ce cadre-là avec des partenaires essentiellement académiques, en particulier avec l'équipe Cloud Computing Nimbus de Argonne National Lab. Ça a marché plutôt bien. Et donc une fois que nous avons validé cela, on est passé aux infrastructures réelles, donc au cloud Azure. Et c'est dans ce contexte-là que se positionne ce projet, donc Azure Brain, dont on parle aujourd'hui. Alors ici, on s'est focalisé sur une application particulière, qui est une application d'analyse de données conjointes génétiques et de neuroimagerie. Et ce qu'on essaie de faire, c'est de trouver des corrélations entre ces deux types de données par rapport à la présence d'une maladie du cerveau, par exemple. Donc dans ce projet-là, il y a deux équipes INRIA qui interviennent. Une équipe orientée plus application, qui maîtrise les algorithmes pour ce type d'application que je viens de mentionner. Et puis une autre équipe qui est plus orientée sur l'infrastructure de stockage et de traitement de données. Donc ça, c'est côté INRIA. Et puis côté Microsoft, on travaille de près avec l'équipe Cloud Azure, en particulier le EMIC, le European Microsoft Innovation Center d'Aix-la-Chapelle en Allemagne. Donc ce projet-là, il est géré dans le cadre du centre de recherche commun INRIA Microsoft. Et il fait partie d'une initiative plus globale chez Microsoft qui a pour but d'évaluer dans quelle mesure le Cloud Azure peut servir les projets scientifiques. Donc nous bénéficions dans le cadre de ce projet de 2 millions d'heures qui nous sont mises à disposition pour faire avancer la science, on va dire, et donc sur ce cas particulier. Donc pour revenir à notre problème, donc on a dans ce projet 3 types de données. Donc des données comportementales, donc, qui sont de petites données, qui indiquent simplement la présence ou l'absence d'une maladie du cerveau, par exemple, ou une particularité comportementale. Et ensuite, deux grands volumes de données, donc de deux types, des données génétiques, donc avec l'information génétique, et puis des données de neuroimagerie. Donc à chaque ce que l'on a fait dans le passé, donc on voit le projet, ce qu'on fait les spécialistes du domaine, c'est de faire les liens entre les comportements et puis les données génétiques. Donc ça, c'est quelque chose qui est relativement bien fait bien connu et fait par les spécialistes. L'autre lien également aussi entre les données comportementales et les données de neuroimagerie a été bien étudié également. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de trouver la corrélation entre ces deux types de données-là. Alors, donc l'important, je le disais tout à l'heure, c'est d'essayer en établissant ces corrélations, c'est d'utiliser les images du cerveau pour prédire certains symptômes avant qu'ils apparaissent, en sachant que certaines configurations dans les images de neuroimagerie sont corrélées avec les informations génétiques. Donc pour faire cela, en fait, du coup, il faut qu'on explore les corrélations possibles. Donc en gros, on a des millions de données de neuroimagerie, donc à gauche, donc en Y, de millions de données de génétique. Donc les données de neuroimagerie contiennent des informations anatomiques, sur la fonctionnelle, donc sur la fonctionnalité des différents éléments qui apparaissent, sur la diffusion de l'eau, et puis voilà, de l'autre côté, c'est les données ADN. Et ce qu'on essaie, c'est de le découper en tout petits morceaux et puis prendre chaque couple possible et les tester pour trouver des corrélations qui soient statistiquement significatives. Alors ça se transforme en un problème big data parce que le nombre de possibilités est énorme. Donc vous avez ici une petite estimation en prenant chaque facteur avec des ordres de grandeur. Vous voyez qu'en entrée, on peut avoir des pétaoctets de données. Beaucoup de 10 puissance 14 associations sur cet exemple-là, ça peut être 10 puissance 15. Si on essayait d'exécuter tout cela
une seule machine, ça prendrait à peu près 5 ans et quelques. Et ce qu'on essaie de faire, c'est d'utiliser une manière efficace de paralyser ce code et puis de faire des traitements data intensive. Donc ça nous permet de faire le même traitement plutôt en quelques jours. Donc c'est un peu l'idée. Alors pour faire cela, bon, il y a des méthodes statistiques, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, pour essayer de trouver les corrélations entre les données. Nous, ce que nous avons essayé de faire, c'est d'exprimer ce problème-là en utilisant le modèle de programmation MapReduce, donc qu'on applique à cette application-là particulière. Donc nous avons travaillé avec les experts. Adu a beaucoup travaillé avec les gens de l'équipe applicative pour exprimer la fonction map, exprimer la fonction reduce. Alors on a un peu adapté le schéma pour introduire une étape de combinaison entre les deux. Donc je ne vais pas rentrer dans ces détails techniques-là. Donc il y a une expertise applicative qui a été nécessaire forcément pour bien écrire cette partie-là. Encore quelques informations sur les ordres de grandeur. Donc vous voyez ici sur un exemple où il y a une autre étude sur ce type d'algorithme. Il faut 12 000 heures de calcul, quelques pétaoctets de score statistique à traiter. Donc c'est vraiment un problème big data. Et ce qu'on a pu regarder et constater comme comportement, c'est que les mêmes données étaient lues et réutilisées plusieurs fois, mais elles sont nombreuses, elles ne rentrent pas dans la mémoire. Souvent, on doit les écrire sur le disque, et ça prend beaucoup de temps, ça ralentit le processus. D'où l'idée d'un cache distribué efficace en mémoire qui pourrait aider. Voilà, donc j'ai posé le problème et le contexte, et puis je vais laisser Adu vous raconter un peu comment on a fait pour y arriver. Hello. So I want to start by apologizing that I will speak in English. I'm more comfortable, sorry. So I will present how we try to do the data management more efficiently in infrastructures, in the new infrastructures like cloud computing for such big data applications. I will start with the default model that exists today, in which we have the computation nodes that we lease in order to deploy our resources, and we have the data service in a remote location like Azure Blobs or S3 or other services like this. And there is a latency between the two as we access data using HTTP protocol. Now, for the data-intensive application, what we would like is to have a high-throughput storage that will permit, of course, to access data concurrently. Of course, it needs to have fine-grained access, data availability, and different guarantees like this. This is what we are trying to do in our work, and we also adopt some design principles for all this, and I want to emphasize data locality, because having data locality means we have a lower latency to access data, which means, of course, higher throughput. And secondly, I want also to mention the no modification to the cloud middleware, as we want to be able to use our solutions on public clouds like Azure. And of course, we cannot ask the cloud provider to modify all their software just to integrate our solution. So this is the storage system that we propose. We are calling it Thomas Blobs. And the idea is to collocate data with the computation. Basically, we want to gather the free local storages that exist in each computation machines into a unique shared storage system. And by doing so, the application running in each machine will all have a uniform view of a big system. And of course, we can use this system to pass data from one machine to another. Of course, we want for our system various features. I won't go into all details. I just want to mention that in order to be able to deploy the system automatically, but by
any scientist, user, end user, or other applications that might use the system. One important aspect is that the system to be self-configurable, and in the context of scientific data application, this is important also from the point of view of the environment that needs to be provided for the application, because there are plenty of applications that require, for example, scientific libraries or special environments that need to be configured on the local machine in order to actually be able to execute the application. Thus, our solution is able to both customize the environment and, of course, deploy the storage solution that the application accesses through an API. This shows you what is the gain that you have by having data locality as opposed to having data in a remote location. And you can see that both for the throughput for reading or for writing the data, you have a gain of something of 2 times. So it's like 2 times gain. If it comes to the cumulative throughput, so multiple clients accessing the storage in the same time for reading or writing the data, as the number of clients increase, we can see that the gain in the cumulative throughput in all the system is even higher. And one thing that I would like to emphasize is the fact that if the application becomes, let's say, too data intensive, we might be in the case when we reach the network limit, the physical bandwidth of the data center. And this is a point on which I will come back in a couple of slides. Based on this storage, we have developed also a MapReduce engine, because, of course, our goal was not just to manage the data, but also to be able to run, for example, the UpBrain application, of course, other such scientific applications. So we have designed a simple MapReduce engine, Tomus MapReduce, that uses Tomus blobs for passing the data between mappers and reducers, and a queue mechanism in order to schedule the mappers, the reducers, and to do the synchronization between them. And at the time when we have proposed this, there was not yet Hadoop on Azure. There was only another solution which was called Azure MapReduce, developed in US by in Indiana University, that uses, instead of Tomus blobs, Azure blobs, and it has a more complex synchronization mechanism. So at that time we have compared with them, and you can see this is a run of the UpBrain application as we increase, well, we increase both the mappers, but in the same time the workload. So the workload gets increased, and you can see that as the problem becomes higher, the gain in time becomes more and more significantly. With this slide, I want to go a little bit further and to say that MapReduce is really nice. I have worked a lot with it, but unfortunately it does not solve all our problems. And by this I mean that not all applications can be moved to MapReduce. So because of this, people started to propose new paradigms, some of them derived from MapReduce, in order to be able to have more and more application migrated towards, let's say, MapReduce-like processing. And this is one example in which the MapReduce process was augmented with a feedback loop in order to have iterative MapReduce. Now, such a framework, of course, it opens the possibility to execute many other applications, but it has a very strong requirement, which is that the output of the reducers must be compatible with the inputs. And for some applications, particularly the bioinformatics application like UpBrain, this is not true, because the requirements are too high. If you remember, the input of our process are brain images and genes, and the output is pairs, for example, significant links that were found between two. So
the data is not compatible at all. Because of these reasons, we have proposed also a new paradigm derived from MapReduce, which is map and iterative reduce, as you see in the left bottom figure. And the need for such a paradigm comes from a unique particularity that you can find in many bioinformatics applications, which is you need a single final result. In a classical MapReduce, if you have 10 reducers, you have 10 final results. So, of course, you can use just one reducer, but then the problem is that you have a bottleneck on the computation. So this is why we have proposed this model, in order to keep a parallel reduce phase, but still have a unique final result. And of course, we wanted to have this model without adding a new control entities. We wanted to have a minimal overhead on the application. And here you can see an unfolding of the iterative reduce process. This is a reduction tree inspired from MPI techniques. If you want to zoom more on the impact that such a technique can have on the overall time span, you can see that by carefully selecting the reduction ratio, by reduction ratio I'm referring to the number of inputs that are taken by a reducer in order to be reduced to a single one. So by carefully selecting such a ratio, you can even reduce the overall time of the computation to half. So this model is now working and can be used on Azure, as we have extended the previous MapReduce engine in order to integrate this feedback loop. And as you can see, we don't have new additional control entities, so the termination condition is moved in the reducer. So the reducers will test the termination conditions. I want to show you some experimental evaluation with these techniques. So this benchmark is the most frequent word benchmark. So it's derived from word count. We not just count the words. Word count is very commonly used in MapReduce to do the evaluation. So instead of just counting the words, we also select the most frequent ones. So one technique would be to use the classical MapReduce, and at the end of the MapReduce to have a final process that does the selection of the n most frequent words. And we did this with the Azure MapReduce and with our previous with our classical MapReduce engine that I have previously presented, and we can see the gain due to data locality, but we can see here the gain due to the iterative reduce process that reduces up to almost half, I think. So we have used, because we must not lose the focus, we have done all this especially to run bioinformatics applications. So this is a run for the UpBrain application, in which you can see the reduction in time is even harder. So it's up to 5 or 6 times versus what was available when we have started to do this research. Now, I want to come back a little to what I previously said, that when you scale and when the application becomes too big, it can happen that single site processing or processing in a single data center might reach some limitation, like for example network limitations. And of course, with the coming big data applications that we want to migrate and to migrate into the clouds, and we want to do bigger and bigger analysis, such limitation on single data center processing will be more and more frequent. So that is why we have started to look in what it would mean, what it would require to be able to do multiple site processing, which is geo-distributed processing. So we have started to do this thinking to execute a MapReduce process, well, a slightly modified MapReduce, because as you can see we have MapReduce and meta reducer that actually aggregates the result computed in multiple sites. And in order to do this, of course, the most important thing that we have to take into account
is the cost of transferring data between the sites, because this is the most costly. So we have to both minimize the size of the data, but also the number of transfers that we are doing. So we actually managed to do such a distributed, geo-distributed MapReduce processing across multiple data centers. Each MapReduce processing works as an independent service, independently from the other, so it produces the results, the intermediate results at its own rate. And based on the iterative reduce technique that I was previously shown, what we have is the fact that only one transfer is done across data centers, because we are using Azure blobs in order to transfer data between sites. And secondly, because the reduce, as the name says, reduces the results, it mostly does some filtering, for example, also the size of the data is reduced. And with this chart, I want to show you that, first of all, we actually managed to execute such an application across distributed data centers. We have used 1,000 CPUs across 3 deployments in North Europe, West Europe, and North US data centers. And besides the fact that it works, what is interesting to see on the chart is the fact that from the left column to the right column, the workload was increased 5 times. But you can see that the computation times only grew 2 times. So it's actually 3 times, it's from 100 to 300, which means that the solution actually scales and is able to integrate and to execute higher workload. So it's actually feasible to do such geo-distributed processing. Now, as I was previously mentioning, MapReduce reaches some limitation, and these limitations mostly come from the fact that not all applications can be migrated towards MapReduce or to derive paradigms from MapReduce. So that is why there is a high interest in the community nowadays to have general processing techniques in the cloud, which is workflow processing. And as we are mostly interested in the data, I want to start by mentioning that although workflows represent generic applications, most of the workflows can be described with 4 data access patterns, which you can see here: pipeline, broadcast, reduce, and scatter. And more importantly, for each such data access pattern, so once we have identified it, we can actually tune the transfer, the data access, based on different strategies and criteria. As I was mentioning, there is high interest in having such workflow processing on the cloud. And I will give you just 2 examples of workflow engines that are already available on Azure. So one is eScience Central. It's developed in Newcastle University. It's quite, I would say, a classical workflow engine. It has a centralized main server that distributes the loads between different workflow engines, and it uses Azure blobs to do the data management. Secondly, the second workflow engine that I want to present is called Generic Worker. It was developed at Microsoft in Germany, Aix-la-Chapelle or Aachen. And the idea is a little more innovative than for the previous one, because they start from the assumption that scientists and users mostly already have their executable code that perhaps they want to run and their data. So the framework enables users just to submit their executable, their applications and the code, and of course then they must contact the workflow engine in order to describe their application. So basically the access pattern that exists between the tasks, and then the workflow engine will retrieve the algorithm and the data
to the machines on which the workflow engine is deployed in the cloud, and the execution is being done. Basically, the algorithm is applied on the data, producing thus some results that are uploaded back into the cloud. Of course, if this is the final result, it's worth to store this in Azure blobs, because once it offers persistency for the data and the client can access it. But if it's just temporary data, so it has to go back, it would be worth to apply the same idea that I previously presented, to do the data management within the VMs. So this is what we want to do in the context of workflows. So in order to do this, we first define the scope, which is, we define some clear assumption about the workflows, which is they represent the batch jobs, the programs that the users provide. They deal with files, so they take input files and produce output files, and of course both the files and the jobs can be identified in the systems in order to be executed. So if the workflow fits in this, let's say, constraints, and actually most of the workflows fit, then we can tune the data management by doing the management of data within the computation nodes again. So for this, we have defined a file manager system, a distributed file manager system to run alongside with the workflow engine. And for this, we have defined two components for the system. One is a metadata registry in which we keep the information about the file, which file is located in which machine, and of course some transfer module that is able to share the files with the other machines, and if it's needed, to access the location of the file and to do the transfer. So this is the system, the conceptual architecture of the system that we proposed. Of course, we have many alternatives for doing the implementation, both for metadata registry and for the transfer modules. For metadata registry, among Azure Cache, Azure Tables, in-memory databases, we have actually used Azure Caching. And for transfer modules, well, there are plenty of ways to transfer some data from one machine to another, which actually gave us the hint that it is worth not selecting just only one such transfer methodology, but select several such methodology, and then based on the data access pattern, adopt the transfer methodology that maximizes the performance. So for our prototype, we have selected FTP, so direct link, in-memory transfer, so for example, if the files are small and fit in memory, and BitTorrent, which is, of course, torrent is very used for file dissemination. So we have done all these services in order to be able to run alongside with the application in the VMs. Although they seem quite heavy, they produce quite a small overhead, so most of the time they are idle. They are just activated when actual file transfer is being done. So our system works something in the following way. The application can be an application running on the bare hardware or workflow engine, which produces a file, contacts the adaptive system that decides what transfer methodology to use. It will then share the file with the other VM, so it will make the file available in the system. Thus, if another machine needs it, it just contacts the adaptive storage, which retrieves the file. So what's interesting to see is the fact that on one hand, the upload operation has constant cost because it's just writing some metadata information, and secondly, the number of times the file is read or written to the disk is minimized. Okay, so this shows the gain that you can have if you use this. So on one hand, we have the remote storage, Azure blobs,
Secondly, we have a fixed approach in which always the same transfer methodology is used versus an approach in which we choose each time different methodology depending on the data access pattern. Before finishing my presentation, I want to open a little, because so far we have focused on the UpBrain application in running that we are running and trying to execute, but actually many other bioinformatics applications are trying to be ported and migrated into the cloud infrastructure. This is just another example, the BLAST application, which is quite used in the bioinformatics community. And this requires something more than a MapReduce process. You can see the schema there. So this is an application that needs workflow engines. So this would be the gain that we have by using our approach with the file management versus using what's being currently used, which is Azure Blob. So you can see a significant reduction in transfer times in downloading or uploading the data. Okay, so to sum up, I will mention some open issues that are still out there that need to be solved, like how do we get high performance, because we need high performance in order to process that amounts of big data that are out there. So we have to better understand it in order to propose more efficient systems in order to deal with the data, to deal with the high scale computing that needs to be done. And of course, to do this, we need to take into consideration trade-offs between cost, so how much we are willing to pay for this, data persistency, data availability, data partitioning across multiple centers. So these things, I would say that there is still a lot of work to be better understood and to propose a system that can, for example, have autonomic properties like self-optimization, self-scaling, self-configuration in order to deal with this. So at INRIA, as you saw, there is a lot of work, among others, on cloud computing and on managing big data. So one particular aspect is the education and training, and I'm such an example because I'm doing the PhD there. So this is one of the main focuses of INRIA besides research. And additionally, of course, there is a lot of work for creating expertise for customers, for business in such directions like HPC or cloud computing. Okay. Thank you. If you have any questions.